Chers amis téléspectateurs de Tandem TV, bonsoir. Je suis ravie de vous retrouver ce soir pour un nouveau numéro de 50 nuances d'antisémitisme, toujours accompagné par mon acolyte, mon binôme, celui qui défend Israël plus vite que son ombre, mon ami Tim Laribo. Bonsoir Pug. Bonsoir Galit, ça va bien? Et toi? En pleine forme, on va dire. Alors, Pug, ce soir... Actualité oblige, on va parler de l'Ukraine et de la Russie qui sont donc entrés en guerre ouverte le 22 février par l'entrée des troupes russes en Ukraine. Alors, dans les justifications de son opération spéciale, le président russe, Vladimir Poutine, a évoqué la dénazification de l'Ukraine. Alors forcément, nous, ça nous a fait tilt. En tant que juifs, cette mention du nazisme nous interpelle et nous rappelle vraiment les heures les plus sombres de l'histoire des Juifs d'Europe. Alors, ça nous ramène bien sûr à la Shoah, qui a en effet commencé réellement en juin 1941, lorsque les Einsatzgruppen SS, en suivant l'armée allemande, ont commencé à exterminer les populations juives d'Ukraine. Alors, les Einsatzgruppen SS, c'était des unités mobiles d'extermination du Troisième Reich, chargées de l'assassinat systématique des opposants réels ou supposés du régime, et tout particulièrement des Juifs. Alors, c'est ce que on a appelé aussi la Shoah par balle. Alors, on sait que la population d'Ukraine en 1941 a accueilli donc les Allemands en libérateurs. Et aujourd'hui, en 1900 non plus, aujourd'hui en 2022, Vladimir Poutine se lance dans une forme de croisade contre le nazisme en Ukraine. Alors, Pug, dis-nous, 80 ans après la fin de la guerre, la Seconde Guerre mondiale, est-ce que l'Ukraine est un pays nazi ? Je pense que pour répondre à ça, en fait, il faut effectivement, c'est ce que tu as évoqué, se rappeler de ce qui s'est passé pendant la Seconde Guerre mondiale. Et avant de parler de ce qui s'est passé pendant la Seconde Guerre mondiale, il faut se rappeler de ce qui s'est passé dans la décennie qui a précédé, notamment cette fameuse famine, l'Holodomor, ou l'Holomodor, je sais plus, je confonds toujours, une famine qui a coûté la vie à environ, les chiffres sont très variables selon les études, mais entre 3 millions et 5 millions d'Ukrainiens et 1 million de Russes. On a du mal à savoir si c'est véritablement une politique volontaire de famine pour se débarrasser des Ukrainiens, ou est-ce que c'est juste l'incompétence des économies planifiées marxistes qui a résulté là-dessus? Pour les gens qui ont vécu cette période et les gens qui vivaient en Ukraine à ce moment-là, sachant que l'Ukraine a toujours été le grenier à blé de l'Europe, je veux dire, une famine en Ukraine, c'est un comble absolu. Je veux dire, c'est avoir soif en pleine mer, quoi. Enfin, non, l'exemple est pas bon parce que la mer est salée, mais et en fait, les Ukrainiens, si tu veux, ils ont développé un sentiment nationaliste, ou en tout cas de nation ukrainienne au fil du temps de l'histoire. Et les soviétiques, eux, comme les communistes détestent l'idée de nation, et il fallait écraser ça. Et cette famine, au minimum, a été utilisée pour justement écraser le nationalisme ukrainien qui était gênant pour Staline. Donc, effectivement, lorsque les Allemands entrent en Ukraine en juin 41, ils sont accueillis comme des libérateurs parce que le pouvoir soviétique opprime très sérieusement non seulement l'Ukraine, mais toutes les républiques soviétiques, et que les gens ont faim. Je veux dire, faut appeler un chat un chat. Je veux dire, on n'a pas exagéré. À la fin des années 80, les magasins du peuple qui étaient vides,
où il fallait se battre pour 3 cornichons. Enfin, les économies planifiées ne fonctionnent pas. Les Ukrainiens, ils l'ont compris au premier abord dans les années 30. Donc en 41, effectivement, ils voient les nazis comme des libérateurs. Il faut aussi rappeler que la Russie, dans son ensemble, je veux dire l'Empire russe, c'est un véritable cloaque antisémite. Je veux dire, tu t'imagines le marais le plus pestilentiel qui existe, peuplé d'antisémites, c'est ça. C'est horrible, hein, on va me traiter de raciste et de poutinophobe, mais il faut juste regarder l'histoire en vrai. On est dans un empire russe qui a inventé les zones de résidence où en fait les juifs sont cantonnés dans des espèces de grands ghettos dans certaines régions administratives, et ça commence avec Catherine II de Russie, donc oui. au XVIIIe siècle. Ah voilà, c'est ce que j'allais te demander. Depuis toujours, depuis quand? Avant même l'Union soviétique oui, du début du XXe siècle oui. Oui, le premier pogrom, sachant que pogrom c'est un mot russe qui veut dire émeute, ou en tout cas une insurrection. Le premier pogrom, même si on l'appelle pas comme ça à l'époque, on le recense aux alentours de Kiev au XIIIe siècle. D'accord. Ah oui, ok. À peu près au même moment où en France on bannit les juifs et ainsi de suite. Très, très vieille histoire, mais il y a une accélération au XIXe siècle qui est juste absolument effarante. Les Odessa, magnifique ville de portuaire d'Ukraine, c'est un cauchemar à juifs, cette ville. Alors Pug, on est donc les Allemands envahissent l'Ukraine en 1941. Là, ils sont accueillis donc en libérateurs, on l'a dit. Donc là, il y a une nazification de l'Ukraine un peu, et la dénazification, donc voilà, elle arrive quand? Est-ce que c'est toujours nazifié aujourd'hui et qu'il a raison finalement, Poutine, ou est-ce qu'il y a eu déjà une dénazification de l'Ukraine? Non, la dénazification de l'Ukraine, elle a quand même été faite pendant au minimum les 3 ans de combat de 42 à 45. Quand l'Union soviétique, quand l'Union soviétique s'est mêlée, voilà. En fait. Où l'armée rouge, effectivement, a fini par riposter, a fini par reprendre le dessus. Les sanctions, les répressions menées contre les collaborateurs ukrainiens par les soviétiques ont été massives. Les commissaires politiques n'ont fait aucun quartier. Ça a été là aussi une boucherie expiatoire. Je veux dire, simplement dans les combats à proprement parler, on estime que 7 millions d'Ukrainiens, entre les soldats et les civils, ont perdu la vie entre 41 et 45. La dénazification de l'Ukraine, la vraie, celle qui vraiment a suivi l'espèce de nazification qui n'a pas vraiment eu lieu non plus. Il n'y a pas eu d'enseignement idéologique de l'Ukraine. Vous rappelez que les Ukrainiens sont des Slaves pour les Allemands, donc des Untermensch. Donc c'était juste des gens que on va les utiliser pour le moment. Si on peut les retourner contre les soviétiques, très bien, mais après on va les dominer. Et voilà. Donc la dénazification dont parle Poutine, c'est un mythe. Et en fait, c'est de la propagande qui marche très bien en Russie actuellement, parce que ça évoque la grande guerre patriotique de l'URSS contre les Allemands, et aujourd'hui, un petit peu comme en Europe de l'Ouest aussi, hein, quand tu dis nazi, tu t'es quasiment certain d'emporter l'adhésion de tous les bien-pensants qui se disent, bon, si tu as réussi à bien identifier un nazi, évidemment qu'on va te suivre pour l'éliminer. Donc, Poutine nous fait une réductio ad Hitlerum, c'est-à-dire qualifier les Ukrainiens de pays nazis, c'est l'élément le plus cheap de sa propagande pour emporter l'adhésion des Russes. Et aussi, en fait, c'est l'argument aujourd'hui de base. Soit tu es le mot nazisme et fascisme, c'est quelque chose aujourd'hui qui est sorti du chapeau dès qu'on veut
voilà, contrer quelqu'un dans une argumentation. Et voilà, Oui, c'est exactement ça. Je veux dire, il faut quand même se rappeler que c'est le niveau zéro de l'argumentation aujourd'hui, franchement. C'est le niveau zéro de l'argumentation. C'est le niveau des antifas. Sachant que les antifas, à la base, sont quand même des rouges de chez bien rouge, de l'extrême gauche de l'extrême gauche, qui sont, voilà, pour eux, le monde se divise en deux catégories, les communistes qui veulent le bien des peuples et les fachos qui s'y opposent. Donc toi et moi, nous faisons partie des fachos, parce que depuis les derniers mois de la vie de Staline, les sionistes font partie des fachos. La collusion entre nazis et sionistes, elle a été inventée par Staline à la fin de sa vie. Et en fait, si les antifas aujourd'hui, donc ces émeutiers de gauche, sont dans cette vision-là, c'est justement parce que les communistes staliniens le leur ont appris. Et Poutine est en train de faire la même chose, c'est-à-dire qu'il est en train d'utiliser les mêmes ressorts que les antifas pour dire les Ukrainiens, faut les écraser. En plus, c'est des corrompus, c'est des. Enfin, alors, voilà, sauf que Pug, là, en ce qui concerne l'Ukraine, il faut quand même dire que l'actuel président, qu'il est depuis déjà quelques années, donc Vladimir, je sais pas comment ils disent, Volodymyr Zelensky. Alors, il est juif, d'origine juive. Une partie de sa famille a disparu pendant la Shoah. Donc, c'est un peu compliqué aujourd'hui d'accuser un juif d'être nazi ou nazifié. C'est compliqué sans l'être. Tu sais très bien que c'est l'un des principaux arguments du Hamas et des pro-palestiniens contre Israël, c'est que en fait finalement le sionisme est un nazisme. Donc en fait c'est quelque chose d'assez facile à faire et cette espèce de retournement très pervers de valeurs, comme je dis, c'est Staline en est l'un des principaux auteurs. Et non, en fait aujourd'hui c'est même extrêmement facile de dire les juifs sont en fait les authentiques nazis en fait, c'est-à-dire les gens qui veulent opprimer la population, des gens éminemment racistes qui veulent dominer le monde et ainsi de suite. Enfin, c'est tout ça. Quand les antifas, quand les bolcheviks, enfin les communistes, ou quand Poutine aujourd'hui utilise le terme nazi, il faut bien comprendre que c'est une définition qui leur est complètement propre. On n'est pas du tout dans la définition historique du national-socialisme, du Parti national-socialiste des travailleurs allemands. Je rappelle qu'il y a socialiste dedans quand même. Il faut bien comprendre que on est avec ce terme de nazification ou de dénazification dans quelque chose qui n'est pas de la définition académique universitaire du nazisme. On est dans une définition très russe, très communiste, et très propagandiste du nazisme. Mais alors, par contre, une des justifications aussi de Poutine, c'est qu'il y a des populations russes ou russophones dans le Donbass, donc cette région, où il accuse les Ukrainiens d'avoir fait une sorte de d'épuration ethnique, un génocide. Je crois qu'il a même prononcé le mot. Alors tout ça, c'est quoi ? C'est de la propagande finalement ? C'est tout pour avancer ses pions ? Oui, je pense qu'il faut quand même être prudent parce que c'est quand même très compliqué d'avoir des informations de terrain sur ce qui se passe dans le Donbass, parce que les Ukrainiens n'ont pas tellement envie que le monde s'en mêle, et les pro-russes sont quand même des gens assez dangereux, assez je dirais, fermés au monde occidental parce qu'ils estiment que tout ce qui est l'Occident leur en veut. Donc c'est quand même compliqué de savoir ce qui se passe là-dedans et qui fait quoi. Mais il y a une situation quand même, qu'on le veuille ou non, 1991, l'Ukraine a pris son indépendance avec l'accord de la Fédération de Russie de Boris Yeltsin. Ils ont tous signé la fin de l'Union soviétique et la communauté des États indépendants, ce qui veut bien dire indépendants. Les Russes ont reconnu l'Ukraine dans ses frontières
d'avant 2014, on va dire, et les Russes, par le mémorandum de Budapest de 1994, se sont engagés à respecter l'intégrité territoriale de l'Ukraine, en échange du fait que l'Ukraine abandonne les armes nucléaires. Donc le fait est que qu'on soit pro, contre et ainsi de suite, les simples faits, c'est que l'Ukraine avait un territoire qui était reconnu, et là actuellement, Poutine et les Russes, le parti de Poutine au sens large du terme, grignotent en fait, quelles que soient les justifications, grignotent le territoire ukrainien, et en effet, il leur faut des justifications pour faire ça. Alors ils sont en train de dire oui, mais regardez-vous ce que vous avez fait au Kosovo avec les Serbes, regardez, vous avez donné, regardez ce que vous avez fait avec la Libye, regardez ce que vous avez fait avec l'Irak. Bah nous, si on estime qu'il y a un génocide dans le Donbass, en plus mené par des nazis, dont ce fameux bataillon Azov. Ah voilà, je voulais te poser voilà. La question justement. Est-ce que c'est l'histoire de ce bataillon qui aurait des accointances néo-nazis? Est-ce que c'est pas aussi quelque part, je sais pas, justifié? Je sais pas. Est-ce que c'est réel? Est-ce que c'est encore là un point de propagande ou est-ce que ça existe vraiment? Oui, clairement, c'est là en tant qu'arme de propagande, mais ce bataillon, il est même appelé régiment Azov maintenant, du nom de la mer d'Azov en fait, sur laquelle c'est le petit bras de mer entre la Crimée et la Russie là. Et effectivement, il est absolument indéniable qu'il y a des éléments nombreux dans ce régiment qui fait à peu près 4000 hommes, qui ont des accointances nazies. Il est absolument indéniable, j'ai eu des infos juste avant l'émission, qu'il y a une certaine frange de la population ukrainienne qui considère Hitler comme un héros et qui, sur certains marchés, vend des effigies de Hitler et des symboles nazis. Ça, c'est absolument indéniable. Est-ce qu'on peut considérer que ça représente l'ensemble du peuple ukrainien, que ça représente l'ensemble du gouvernement ukrainien et que ça représente l'ensemble de l'armée ukrainienne? Je vais répondre en disant assez régulièrement, tous les, je dirais, en 10 ans, je l'ai vu au moins 2 fois. Il y a un reportage de Zone Interdite qui montre que dans certains régiments français, t'arrives dans le foyer, et il y a un gros drapeau à croix gammée sur le mur. Alors après, on t'explique que ce sont des régiments coloniaux où en fait il y a beaucoup d'anciens SS qui ont servi en Algérie ou en Indochine et que donc c'est plus un petit folklore de tradition parce que c'est des anciens SS et ainsi de suite. Non. Surtout que si on parle là juste d'un régiment, d'un bataillon, 4000 hommes, tu disais, c'est pas vraiment l'affaire de la Russie ou de Poutine. C'est finalement une affaire interne à l'Ukraine. Mais justement, par rapport à ce genre de choses, comme pour toi, il s'agit donc d'une entreprise, d'après ce que je crois comprendre, de désinformation, de propagande. Mais malgré tout, l'histoire de l'Ukraine, elle n'est pas étrangère quand même à l'antisémitisme. Tu parlais tout à l'heure des pogroms qui ont débuté là-bas très 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 tôt dans l'histoire. Il y a la propagande russe finalement ne serait peut-être pas basée sur du vent. Et puis aussi, puisque je te pose 2 questions en même temps. Est-ce que l'Ukraine, au-delà de la dénazification dont parle maintenant et dont se veut responsable Vladimir Poutine, est-ce que ce pays, l'Ukraine, a fait un travail de mémoire après la guerre? Est-ce qu'il a fait son mea culpa? Est-ce qu'il a reconnu ses erreurs? Est-ce qu'il y a eu un travail de fait comme en Allemagne, comme ailleurs, comme en France? Je vais faire une réponse un peu ambiguë et je pense que elle rend hommage à la complexité de la situation.
Il y a des travaux en Ukraine qui, même nous en Europe occidentale, nous ont appris des choses terribles. Je pense au travail du père Patrick Desbois, de Yahad Inunum, qui a écrit en fait le livre et produit le film La Shoah par balle. Je ne sais pas si c'est lui qui a produit, mais voilà, et en fait, la Shoah par balle, bon, on savait, les historiens connaissaient les Einsatzgruppen, on savait tout ça, mais on le savait d'une façon universitaire, avec le père Patrick Desbois, avec des équipes ukrainiennes sur place, avec des militaires ukrainiens, parce que en fait, il y a lorsqu'on s'approche des charniers que les nazis ont laissé sur place et que personne n'a ouvert depuis 40 ans, il y a des experts de médecine légale, il y a des experts en armement, et il y a des militaires ukrainiens, même en tenue, qui interviennent pour repérer les munitions utilisées. Ça, c'est de l'allemand, ça, c'est du russe, donc ça, c'est des combats entre Russes et Soviétiques, machin. Mais là, attention, on a des témoignages, on a des armes allemandes, on a des munitions allemandes, on s'approche peut-être de quelque chose. Donc, il y a ce travail-là, il y a un centre, je crois que c'est le plus important en Ukraine, et je pense qu'à côté d'Auschwitz, ça doit être l'un des plus importants en Europe de l'Est, le mémorial de l'Holocauste de Babi Yar, là où 33 000 Juifs ont été massacrés en 41. Donc il y a quand même un travail qui est fait, c'est indéniable, et les Ukrainiens, en tout cas, une certaine, je dirais, des intellectuels ou en tout cas des universitaires ukrainiens participent. La population ukrainienne, on le voit dans les reportages du père Desbois, l'idée de cet antisémitisme virulent, elle n'est pas aussi flagrante que ça, parce qu'ils interviewent des gens qui avaient 5 ou 6 ans pendant la guerre et qui sont restés traumatisés en fait par ces épisodes. Et en préparant l'émission, j'ai cherché un petit peu et j'ai découvert que en septembre 2021, donc il y a quelques mois, le Parlement ukrainien a voté une loi qui définit l'antisémitisme et qui le condamne, y compris à des peines de prison. Et en fait, ils répondent avec cette loi à ce qu'eux-mêmes ont estimé être un flou juridique, c'est-à-dire tout le monde parle de l'antisémitisme, mais dans le droit ukrainien, on ne sait pas ce que c'est. Donc, il y a quand même, voilà, il y a un travail qui est fait. Est-ce qu'il est suffisant? Est-ce qu'il est suffisamment important? Est-ce qu'il reprend tout ce que j'ai évoqué, les massacres d'Odessa, les pogroms de Kiev, de Kharkov, de Lviv, est-ce que vraiment il y a une réflexion très large, parce que la question des Juifs en Europe de l'Est, elle est en plus absolument indissociable de l'histoire de la région, c'est-à-dire entre l'Empire russe, l'Empire polonais, les Ottomans qui sont pas très loin aussi, les Austro-Hongrois qui sont là-dedans, et en fait il y a les Juifs au milieu qui sont un peu la boule de billard que tout le monde se renvoie. Donc est-ce que c'est suffisant? Je suis pas assez spécialiste de l'Ukraine, je suis pas du tout spécialiste de l'Ukraine d'ailleurs, je suis pas assez connaisseur même pour dire si c'est suffisant. Moi, je dirais simplement, oui, c'est un pays qui a un gros problème d'antisémitisme, parce qu'il l'a eu pendant très longtemps. Je pense que l'Union soviétique a fait peut-être plus de mal que de bien sur ce sujet, parce que en glorifiant l'URSS pour la Grande Guerre patriotique, c'est bon, on a expurgé tous nos crimes, vu qu'on a battu les nazis, c'est bon, on est au-dessus de tout soupçon, ça évite de se remettre en cause. Alors qu'en fait, il suffit de voir le procès ce qu'on a appelé un peu le complot des blouses blanches en 53, où Staline, dans son délire de fin de vie, pense que la majorité des médecins juifs du RSS essayent de tuer tout le monde. Bon, non, clairement, l'URSS n'a pas fait que du bon travail pour ça.
Ça reste, comme je dis, ça reste un pays qui a un gros problème avec ça, c'est Alors évident. aujourd'hui, c'est l'Ukraine qui est agressée, et c'est la Russie qui est l'agresseur. Il y a encore, tu sais toi combien il y a de Juifs aujourd'hui en Ukraine, et si effectivement ils vont être plus en danger que la population générale, ou ça va être pareil pour tout le monde? Je ne crois pas que les Russes vont spécifiquement viser les Juifs. Enfin, Je ne crois pas en non prenant plus que comme prétexte la dénazification, ils seraient pas très inspirés, franchement. je pense pas non plus que les Ukrainiens, ou en tout cas dans la partie vraiment officielle de l'État ukrainien, vont jouer à ce jeu-là non plus. Mais je voudrais quand même préciser, pour montrer un peu l'espèce de flou de Clausewitz, en fait, le brouillard de la guerre et de la désinformation, ce fameux bataillon Azov. En fait, quand tu recherches sur Internet, tu apprends que leur symbole est le symbole d'une unité SS, un petit peu modifié, un peu tourné dans l'autre sens, et ainsi de suite, qu'il y a des antisémites furieux là-dedans, mais tu apprends aussi en cherchant qu'il y a des juifs dans le bataillon Azov, et tu apprends que leurs financiers, parce qu'au départ c'est une milice ukrainienne qui a quasiment privée, oui, et qui a été en fait englobée dans l'armée ukrainienne, en tout cas dans la garde nationale. Bah, tu apprends que l'un de leurs financiers, c'est un espèce d'oligarque ukrainien qui a passeport ukrainien, chypriote et israélien, et qui est d'une famille juive d'Ukraine. D'accord. Et alors là, c'est pour ça que c'est très compliqué en fait de voir le vrai du faux dans tout ça. C'est-à-dire que moi j'ai reçu de la part d'un ami de ce que j'appellerais un texte de propagande russe contre les Ukrainiens, et mon ami me demandait mon avis là-dessus. Et j'ai repéré une petite phrase qui m'a fait comprendre que voilà, il n'y a pas que les Ukrainiens qui ont un problème avec l'antisémitisme. Cet oligarque donc qui a 3 passeports et qui est juif, il est appelé dans cette propagande russe un khazar multipasseport. C'est quoi un khazar ? Les khazars, c'est cette accusation qui est faite aux Ashkénazes de ne pas être des véritables juifs, mais d'être une population turco-mongole qui se serait convertie au judaïsme au Xe siècle. Donc ce ne seraient pas des vrais juifs, ce ne seraient pas des hébreux, ce seraient en fait des convertis. Et en fait, Shlomo Sand a repris cette théorie en disant non, les Ashkénazes qui ont émigré en Palestine à l'époque ne sont pas du tout originaires de la Judée. Et en fait, ils oppriment le véritable peuple de Judée, qui sont en fait les Palestiniens qui se sont convertis à l'islam, en fait, les Juifs convertis à l'islam. Donc en fait, quand tu utilises ce mot khazar en disant voilà en fait un faux juif qui a multipasseport, dont israélien, et qui finance des nazis, ça te permet de justifier la nazification de ce bataillon. Alors, on est complètement dans un brouillard d'intoxication entre. Enfin voilà, pour moi, je vais dire, hein, ce cloaque antisémite qu'est les marches de la Russie là, ils sont en train de se régler leurs comptes entre eux. Et en fait, ils sont en train d'essayer de se refiler la patate chaude de l'antisémitisme et du nazisme, mais ils sont quand même un peu tous. Alors, Pug, voilà, j'ai une dernière question à te poser avant qu'on arrive à la fin de cette émission. On a vu ces derniers temps dans les médias beaucoup de comparaisons. On compare Hitler à Poutine. Est-ce que pour toi, c'est une comparaison qui est pertinente à la lueur de ce qui se passe ces derniers jours? Oui, pour moi, elle l'est. Alors évidemment, comparaison n'est pas raison, on dit souvent, et on peut pas juste transposer, vraiment calquer sur l'un le comportement de l'autre et des choses comme ça. Ils sont pas du tout du même siècle, ils sont pas du tout des mêmes origines. Donc avec toutes les limites de cette comparaison. Moi, je ne peux pas m'empêcher de penser qu'aujourd'hui, Poutine, c'est quelqu'un qui a choisi de défendre le peuple russe et les Russes ethniques, en fait, sur des critères ethniques, donc sur un critère de nationalisme russe plus ou moins racial. Il le dira pas comme ça, mais c'est quand même le cas.
et ça, c'est le premier trait de comparaison que l'on peut faire avec Hitler. Hitler, il disait le peuple allemand, partout où il est, ils sont allemands alors c'était pas la Sainte Mère, la Russie, c'était le Vaterland, le père patrie en fait. Et en fait, Poutine, il est en train de jouer cette même carte du nationalisme du peuple russe Alors, mais et de toutes les Russies. Alors là où c'est Ouais. paradoxal, c'est que finalement, il y a encore quelques semaines ou quelques mois, dans cette nouvelle société, cette mondialisation qu'on vit, le patriotisme de Poutine, il était plutôt pas trop mal vu ces dernières années. Défendre son peuple, voilà. Ben, c'est ça qui est qui est très étrange, et peut-être qu'il vient de nous faire la meilleure leçon qu'il pouvait nous faire. C'est en poussant le bouchon suffisamment loin de ce. Alors, moi, je dirais pas patriotisme, vraiment, c'est ce nationalisme, c'est-à-dire cette idée que les Russes, même s'ils sont en Géorgie, au Kazakhstan, en Ukraine, dans les pays baltes ou autres, ben, ils sont Russes d'abord et ils doivent loyauté à leur mère patrie. Voilà, à la Sainte Mère, la Russie. C'est à peu près c'est ce que les Allemands ont fait avec cette idée du Volksdeutsche. Le peuple allemand, ce qui fait que même des Allemands américains depuis 2 générations ben, se sont sentis plus allemands qu'américains, et que des immigrés allemands en Palestine ont rejoint les jeunesses hitlériennes. Parce qu'ils se sentaient plus finalement appartenir à ce peuple allemand que à la patrie dans laquelle ils vivaient. Alors cette notion de peuple, de patrie et tout ça, et de nation, ça reste très difficile à envisager, mais pour continuer un peu sur les comparaisons, si tu veux, pour moi, même s'il ne le fait pas dans le même ordre et surtout pas dans le même temps, parce que Hitler l'a fait en 5 ans, même pas 4 ans, quand Poutine nous dit le cœur de la Russie, le cœur historique de la Russie, c'est la Russe de Kiev, c'est donc l'Ukraine en fait est le berceau du peuple russe, donc l'Ukraine c'est un faux pays et nous on le récupère, ben, quelque part il reprend ce que Hitler disait sur l'union des peuples allemands et l'Autriche, l'Europe centrale étant le berceau du peuple germanique. Ensuite, ben, les Sudètes, parce que là où il y a des Allemands, en tout cas de peuples ou de nations qui se sentent identitairement allemands, et ben, il faut qu'on les protège. C'est ce que Poutine a fait dans le Donbass, à Lugansk et en Ossétie du Sud et en Abkhazie, enfin, ainsi qu'au Kazakhstan et ainsi de suite. Partout où il y a un petit peu de Russes, ben ils sont opprimés par les nouveaux pays qui ressemblent à rien là, et je dois les défendre. Et donc Poutine il le fait sur 20 ans, puis à chaque fois il marque de grandes pauses. 2008 la Géorgie, ensuite 2014 la Crimée. Il attend que ça se calme. Bon là il a pensé qu'on était mûr, enfin que la situation était mûre. Je rajoute, pour moi, il y a un élément dont personne ne parle, mais on est en 2022. Et le 30 décembre 2022, ce sera le centenaire de l'URSS. D'accord. Pour moi, il y a un symbole qui est là en 2022. Poutine, je pense que... Pour toi, il veut reformer l'URSS en... Non, pas l'URSS au sens que... Enfin, en tout cas, une union de pays... dans une union russe, bah oui, je vois pas autrement l'empire russe. L'empire russe, en effet, c'est-à-dire que il l'a dit et répété, pour lui, la chute de l'URSS, ça a été le plus grand drame du XXe siècle. Et en grande partie parce que grâce à l'Union soviétique, justement, les Russes, au sens de la nationalité, de l'identité, étaient en fait arrivés à quasiment être les maîtres du monde, à égalité avec les Américains. Et en gros, les Américains les ont empêchés de prendre leur véritable place de maître du monde. Et là aussi, on est dans une logique hitlérienne. Que la race allemande qui doit dominer, ainsi de suite. Alors Poutine, il le dit pas comme ça, il dit pas la race russe, il dit parce qu'aujourd'hui ce serait débile. Mais voilà, il est clairement, et on l'a vu dans ses différentes déclarations,
il nous demande de nous mettre à genoux devant la puissance russe et devant l'identité russe. Alors, Et en ça, effectivement, il est très proche d'Hitler. Je ne sais pas si tu as vu son ancien camarade qui fait la une qui fait de temps en temps, là, il était chez Hanouna et je l'ai vu sur CNews, un ancien camarade du KGB de Poutine, ah oui, je l'ai vu qui le connaît très bien. Ouais. Et en fait, il fait les mêmes comparaisons. Il dit et il rajoute, Poutine, c'est comme Hitler, c'est un mec qui a passé la première moitié de sa vie à être un raté et qui est en train de se venger du fait d'avoir été insignifiant pendant la première partie de sa vie. Donc voilà, cette comparaison entre Hitler et Poutine, elle est effrayante. Mais elle est effrayante parce que on n'est pas dans les années 40. Aujourd'hui, il y a effectivement cette arme nucléaire dont il menace à bas bruit. Il les profère. Il prononce pas le mot. D'ailleurs, j'ai trouvé très bizarre que ce soit Jean-Yves Le Drian, ministre des Affaires étrangères françaises, même pas ministre de la Défense, qui le prononce pour la première fois. Et on aurait dit que c'était un petit ping-pong entre les deux. Poutine qui a fait la première remarque à ce sujet en disant que tous ceux qui se mettront en travers de leur route pourront payer un prix dont on n'a encore jamais vu les conséquences jusqu'à présent. Le Drian qui lui répond en prononçant le mot de cette menace nucléaire, en disant que l'OTAN aussi a l'arme nucléaire, est une puissance nucléaire, et Poutine qui répond derrière en disant, en tout cas en demandant à son chef d'état-major et à son ministre de la Défense d'augmenter, de lever le niveau d'alerte de la force dissuasive. Donc voilà, à mi-mot. Je t'avoue que je ne sais pas exactement l'enchaînement, mais pour moi, je crois que Le Drian a répondu justement que l'Alliance Atlantique était une force nucléaire aussi, justement en réponse à ce qui est pour moi la troisième des provocations nucléaires de Poutine. La première, c'est quand il est sorti du rendez-vous avec Macron où il a dit si l'Ukraine entre dans l'OTAN, on va entrer ça entraînera l'Europe dans une guerre. Je vous rappelle que nous sommes une puissance nucléaire, vous n'aurez pas le temps de voir ce qui vous tombe dessus. Là déjà, moi quand j'entends ça, je me dis mais Macron, il faut qu'il s'en aille. Il faut juste. Je reprends l'avion et dans l'avion, j'appelle le chef d'état-major de l'armée française. Je dis tu me mets les forces militaires en alerte parce que là, le type vient juste de nous menacer d'une guerre nucléaire et de le faire de façon très subite. Et bon, alors c'est le sang-froid des Occidentaux où ils y ont pas cru, je ne sais pas. Mais effectivement, ensuite, il y a eu cette deuxième allusion au fait que si on essayait de se mettre en travers de son chemin, il allait nous réduire en cendres. Et là, sous prétexte qu'on est agressif. Et c'est là que Le Drian, a répondu. Et ensuite, il y a eu la déclaration de Poutine comme ça à sa table avec son chef d'état-major et son ministre de la Défense. Ouais, c'est vrai que c'est effrayant. C'est très effrayant. On s'est un tout petit peu éloigné de l'antisémitisme là-dessus. En revanche, à l'heure où on enregistre cette émission, il y a des négociations qui ont commencé entre l'Ukraine et la Russie en Biélorussie. Donc on espère que ça va aboutir à quelque chose de positif. On espère qu'on ne va pas rentrer dans une escalade. En tout cas, moi, je l'espère vraiment très fortement parce on y est déjà. Oui, mais bon, on espère que les choses vont s'apaiser. En tout cas, voilà, on espère que cette guerre va se terminer, que tout va reprendre son cours, parce qu'on sort quand même de 2 ans de pandémie et on pensait pouvoir profiter de l'été prochain ou du printemps prochain un petit peu tranquillement. Donc on les remercierait bien s'ils ne venaient pas tout nous gâcher. Pug, merci beaucoup pour ce nouveau 50 nuances d'antisémitisme un petit peu particulier. On s'est pour une fois collé vraiment à l'actualité internationale. Merci. Merci à toi. À la prochaine, au mois prochain, avec des nouveaux événements. Peut-être qu'on continuera à parler de ce sujet si l'actualité s'y prête. On espère
On espère que non. Merci à vous de nous avoir suivis pour ce nouveau 50 nuances d'antisémitisme. On vous donne rendez-vous avec Pug le mois prochain pour une nouvelle émission, pour de nouveaux sujets, peut-être un petit peu plus gay, mais c'est jamais très gay dans 50 nuances d'antisémitisme. En tout cas, merci de nous suivre. À très bientôt. Prenez soin de vous. Très bonne fin de soirée. Au revoir. À bientôt. Au revoir.